Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo sur la géométrie dans l'espace et en particulier sur le produit scalaire. Donc aujourd'hui on va commencer la deuxième partie du chapitre dédié à la géométrie dans l'espace et donc on va introduire le produit scalaire dans l'espace. Tout ce que je vais lire ici et en particulier les images que vous voyez sont tirées du manuel Césamat qui est téléchargeable à tout moment depuis sa page internet et vous trouvez le lien de téléchargement en description. D'accord? C'est du coup le manuel libre de droit que vous trouvez librement sur internet en téléchargement. Alors, commençons du coup par faire des rappels. Premièrement, considérons deux vecteurs u et v de l'espace. Eh bien, peu importe leur position, leurs caractéristiques, alors ils sont forcément coplanaires. Alors pourquoi? Alors déjà, il y a deux possibilités. Soit ils sont collinaires, hein, comme par exemple les vecteurs ici U et W. Hein. Regardez-les, visiblement ils sont collinaires, donc ils sont coplanaires. D'accord? Il est assez simple de imaginer du coup quel peut être un plan qui contient tous les deux. D'accord? Imaginez par exemple de joindre leur bout. Alors je pense que vous voyez assez clairement où est ce plan-là. On peut vraiment donner une représentation graphique, ce n'est pas très compliqué. Mais qu'est-ce qui se passe quand on considère un exemple un peu plus compliqué? Du coup, laissez-moi juste effacer cet exemple. Si on considère le vecteur G et le vecteur U et le vecteur V, d'accord? Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, à première vue, on dirait qu'ils ne sont pas coplanaires, mais vous savez que comment on peut vérifier si deux vecteurs sont coplanaires ou pas? Eh bien, pour ce faire, il faut toujours faire une copie d'un de deux vecteurs, d'accord, sur là où on veut en fait dans l'espace. Et à un endroit qui est particulièrement convenable est de faire du coup une copie exactement là où il y a aussi l'origine du premier vecteur. Donc si moi je fais une jolie copie de V juste là, eh bien je peux tout de suite considérer donc le plan qui est défini par les deux vecteurs U et V. Je vous rappelle qu'un plan est toujours défini par deux vecteurs. D'accord? Donc en particulier, si je considère le plan que ces deux vecteurs-là définissent, tout de suite, je sais que du coup, ils sont coplanaires. D'accord? N'oublions pas que tout plan peut être défini par deux vecteurs qui lui appartiennent. Alors, cette propriété, je vous rappelle, on avait déjà parlé de cette propriété dans le chapitre précédent, donc je ne vais pas ici le détailler, mais en tout cas, ça c'est un fait établi pour le moment. Très bien, donc on sait déjà que deux vecteurs sont toujours coplanaires, et ça fait plaisir. Ok, si ça c'est vrai, bah alors on ne devrait pas avoir de problème à définir ce que c'est le produit scalaire. Parce que le produit scalaire, quand vous étiez en première, eh bien, vous l'aviez défini, du coup, sur le plan. Mais alors, si on l'a défini sur le plan, bah, dans l'espace, ça va être la même chose. Parce que chaque couple de vecteurs qui se trouve dans l'espace, bah, forcément, il se trouve aussi dans un plan, parce qu'on vient de dire que tous les couples de vecteurs sont coplanaires dans l'espace. Et donc ici, qu'est-ce qu'on dit dans cette définition? Que, effectivement, le produit scalaire de deux vecteurs U et V considérés du coup dans l'espace est égal à leur produit scalaire dans un plan qui contient tous les deux. Alors pas forcément le plan, parce qu'on peut en choisir une infinité, bien sûr. Donc, ce qu'il y a de pratique, c'est que par rapport à la définition que vous connaissez déjà, eh bien, tout est respecté. Ça, c'est génial, parce qu'en fait, ça nous permet d'avoir le même produit scalaire qu'on connaissait en première, et de le réutiliser tel quel, pareil. Et donc, en particulier, ici, il y a quelques propriétés particulièrement importantes, comme par exemple le fait que quand je considère le produit scalaire entre deux vecteurs, eh bien ça c'est égal à quoi? C'est égal au produit entre les deux normes des deux vecteurs fois le cosinus de l'angle formé entre les deux vecteurs. Et c'est un produit qui est commutatif. D'accord? Alors cette propriété-là, elle est vraiment, vraiment cruciale. Et on va l'utiliser dans plusieurs exemples. Donc je vais juste me l'encadrer ici et je vais la garder parce qu'elle va être très utile par la suite. Et en particulier de cette propriété, on en découle que si le produit scalaire est égal à 0, d'accord, ce qu'on voit ici dans cet exemple, alors soit un des deux vecteurs il était nul, soit l'angle entre les deux vecteurs il était un angle droit.
d'accord? Et ça, vous le lisez ici où c'est marqué pi sur 2. Et c'est logique parce que le cosinus de 90 degrés, donc le cosinus d'un angle droit, eh bien, ça fait 0, d'accord? Il suffit de penser juste à la définition de la fonction cosinus. Voilà, ensuite il y a quelques autres propriétés ici de suite, qui bien sûr sont toujours valables dans l'espace, mais je ne veux pas trop passer de temps à les détailler parce que vous allez voir qu'on va plutôt utiliser les deux premières que je viens de rappeler. Donc voilà, je vous invite vraiment à concentrer votre attention sur cette première propriété et cette deuxième propriété. Je vous rappelle juste, les autres sont vraies également, mais elles ont un peu moins d'application, surtout en ce moment. D'accord? Et d'ailleurs, vous pouvez voir que la dernière, celle-là, elle est exactement la même que la première, juste c'est écrit avec les points du plan et pas avec la notation des vecteurs, mais c'est la même chose. Ok, donc on pourra parler également de orthogonalité des droites hein, en utilisant leur vecteur directeur. Autrement dit, vous voyez cette propriété, c'est très simple. Hein. Si on veut savoir si des droites, deux droites en particulier, mettons-nous dans un cas simple, sont ou pas orthogonales, donc imaginez une situation pareille par exemple, eh bien comment je peux faire? Donc imaginez qu'ici les deux droites du coup elles se trouvent à une certaine distance entre elles. Eh bien comment je peux faire pour vérifier si elles sont ou pas orthogonales? Eh bien je considère un vecteur directeur de la première, qui ici je représente en rouge, un vecteur directeur de la deuxième, et je vais du coup pouvoir effectuer le produit scalaire entre ces deux vecteurs là, je vais l'appeler le vecteur U et le vecteur V, et si du coup U scalaire V est bien égal à 0, bah alors du coup ces deux droites aussi seront orthogonales, d'accord? Donc en fait, ce qui est pratique, c'est que il suffit de faire un produit scalaire tout simplement pour vérifier que deux droites sont bel et bien orthogonales. Alors ici dans ce dessin, peut-être qu'on ne voit pas trop parce qu'on pourrait penser que les deux droites se trouvent dans un plan, mais vous pouvez toujours vous poser dans une situation un peu plus pertinente au niveau de l'espace en 3 dimensions. Donc par exemple, on peut prendre un cube ainsi et s'est poser la question, est-ce que par exemple la droite, ici je vais mettre A, B, C, D, E, F, G, H, eh bien vous pouvez vous demander si la droite AF est bel et bien orthogonale à la droite HC. D'accord? Donc je serai en train de parler de la droite AF, cette droite-là qui passe donc par le point A et le point F, et de la droite HC qui se trouve là. Eh bien, si je voulais vérifier si elles sont orthogonales ou pas, il faudrait considérer du coup un vecteur directeur de la première, un vecteur directeur de la deuxième, et vérifier si ces deux-là ont un produit scalaire qui du coup est égal à 0. Ce qui correspondrait à dire que l'angle entre les deux est bien égal à 90 degrés. D'accord? Peut-être que comme ça vous voyez mieux du coup l'utilité. En fait, on peut comparer du coup l'orthogonalité de deux droites qui sont même non coplanaires. Parce qu'en fait, l'avantage des vecteurs, c'est que les vecteurs sont toujours coplanaires, alors que les droites, bah non, pas du tout. Et du coup, on peut parler d'orthogonalité. Je vous rappelle que l'orthogonalité, du coup, on peut parler d'orthogonalité entre deux objets qui ne se trouvent pas sur le même plan. Voilà, mais de ça on a déjà parlé. Donc ici on est toujours en train de reparcourir des propriétés que vous connaissez déjà à peu près. Et donc, parlons aussi de qu'est-ce qu'un repère orthonormé. Parce que bien sûr, un repère orthonormé n'a pas de sens s'il n'y a pas la possibilité de parler d'angle de 90 degrés. Je vous rappelle que ortho, cette partie-là, ça vient de orthogonal, donc 90 degrés. Eh bien, un repère OIJK de l'espace, on l'appelle orthonormé, donc si les vecteurs I, J et K, ils sont tous orthogonaux 2 à 2, voilà, logique. Et si en plus, leurs trois normes, donc la norme de I, la norme de J et la norme de K, sont toutes égales à 1. D'accord? Et enfin, arrivons à la partie qui nous intéresse, qui nous plaît toujours, les calculs. Alors, comment je peux exprimer de façon algébrique ou analytique, si vous préférez, le produit scalaire? Eh bien, si vous avez un espace muni d'un repère orthonormé, donc vous avez deux vecteurs
qui possèdent chacun 3 coordonnées, donc ici ce sont les coordonnées x, y, z et x', y', z', eh bien, on peut donc parler de leur norme, et leur norme, ce sera égal à quoi? Ce sera égal à exactement la même chose que la norme d'un vecteur à 2 dimensions, sauf que du coup, comme il y a une coordonnée de plus, c'est la coordonnée z, et bien du coup, il y a plus z au carré qui se rajoute dans cette somme. Et de la même façon, je vous rappelle que le produit scalaire avant, c'était juste x plus y. Et du coup, comme on a une troisième coordonnée, maintenant, on rajoute z. D'accord? Donc à chaque fois, il y a cette troisième coordonnée qui vient se rajouter. Alors juste pour votre rappel, hein, avant, du coup, donc dans R2, repère orthonormé donc dans le plan. R2, donc je veux juste parler du plan. C'est le plan classique. Dans un repère orthonormé classique, on avait que la norme d'un vecteur, elle était juste égale du coup à sa première coordonnée au carré plus sa deuxième coordonnée au carré. Okay, et de la même façon, vous saviez que avec toujours la même notation, le produit scalaire U fois V, il était juste égal à x' plus y'. Et c'est tout. D'accord? Donc vous voyez qu'ici, on est vraiment exclusivement en train de rajouter une troisième coordonnée, c'est tout. Voilà. On peut donc faire plusieurs exemples exercices à partir de ces notions que nous avons introduites. Et ici, il y en a deux qui sont particulièrement intéressantes. D'accord? Et je vous invite du coup à les lire par vous-même. Vous avez ici un exemple particulièrement intéressant. Et ici, vous avez une première méthode basée sur l'usage du coup du produit scalaire, c'est-à-dire le calcul de la mesure d'un angle dans l'espace. Mais je vais passer moi-même à vous faire un petit exemple un peu plus simple du coup pour aborder d'abord ce chapitre. Alors, dans un repère orthonormé donc OIJK, on va considérer les deux vecteurs U de coordonnées 1 racine de 2 moins 1 et le vecteur V de coordonnées 0, 2 racine de 2 et 1. On va noter 0, la mesure en degrés de l'angle géométrique formé par les deux vecteurs U et V. Eh bien, on nous demande de calculer plusieurs choses. Alors, la première chose que l'on peut remarquer, c'est que on n'a pas besoin de faire un dessin. On a juste besoin ici de faire des calculs. C'est juste un exercice de type algébrique. Et du coup, commençons par effectuer le calcul de la norme de U. Eh bien, ça c'est très simple. On exploite juste la formule qu'on vient de voir. On sait que du coup, ça va être x au carré, donc la première coordonnée, plus la deuxième coordonnée y au carré, plus la troisième coordonnée z au carré. Et donc les trois coordonnées ici sont 1, racine de 2 et moins 1, ce qui fait que pour mon calcul, je trouve la racine carrée de 1 au carré plus la racine de 2 au carré plus moins 1, le tout au carré. J'effectue donc cette opération. Et ça me fait la racine carrée de 1 plus 2 plus, alors moins 1 au carré, bah du coup ça fait 1. Et donc ici je trouve que je dois faire la racine carrée de 4. Et la racine carrée de 4, vous savez, ça fait 2. Donc la norme de U, c'est égal à 2, tout simplement. Ensuite, on nous demande de calculer la norme de V. Norme de V, encore, calcul très simple. J'applique la même formule exacte. D'accord? Mais cette fois-ci, j'ai du coup 0 au carré plus 2 racines de 2 le tout au carré plus 1 au carré. Encore une fois, il va falloir que je fasse quelques opérations, mais ce n'est pas compliqué du tout. Je tire la grande racine carrée et je trouve du coup 2 racines de 2 au carré. Alors ça fait quoi du coup? Prenons un instant le temps de le développer. Ça fait 2 racines de 2 fois 2 racines de 2. Plus, alors 1 au carré ça fait 1, là c'est simple. Donc le voici. Et donc 2 racines de 2 fois 2 racines de 2. Alors 2 fois 2 ça fait 4. Et la racine de 2 fois la racine de 2 ça fait 2. Donc en fait ça fait 4 fois 2 plus 1. Et 4 fois 2 ça fait 8 plus 1, 9. Donc c'est la racine carrée de 9. Et donc ça fait tout simplement 3. Donc voilà, j'ai trouvé la norme du vecteur U et la norme du vecteur V. Maintenant, donc ça c'était la question 1, ça c'était la question 2, je passe à la question 3. Alors il faut calculer du coup le produit scalaire entre U et V. Alors rien de plus simple. Encore une fois, j'effectue du coup le produit coordonnée par coordonnée, c'est comme ça qu'on l'appelle des fois. Et donc je vais effectuer le produit entre ces deux coordonnées là et entre ces deux coordonnées là, et je vais tout additionner. Donc je fais 1 fois 0 plus la racine de 2 fois 2 racines de 2 plus moins 1 fois 1.
Et donc, j'effectue ici mon calcul et je trouve 1 fois 0, ça fait 0, plus racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2, fois 2, ça fait 4, plus, et donc ici j'ai moins 1 fois 1, ça fait moins 1. Donc je me retrouve à faire 4 moins 1, et je trouve comme résultat 3. Ok? Donc ici je vais juste m'encercler un instant les 3 résultats que j'ai trouvés jusqu'à maintenant, parce qu'ils vont être bientôt très utiles. Donc je sais que le produit scalaire il vaut 3 et que les deux normes des deux vecteurs vont donc 2 et 3. Très bien. Eh bien, c'est le moment du coup de calculer, de répondre à la question numéro 4, c'est-à-dire calculer oméga. Excusez-moi, calculer θ. Donc, comment je peux déterminer cet angle-là? Ici, je parle du coup, attention, à des angles formés par les deux vecteurs. Je ne sais même pas comment ils sont positionnés. Alors, d'où partir? Eh bien, la meilleure chose à faire ici, c'est de revenir un instant dans le cours et d'utiliser la formule que je vous ai déjà encerclée en vous disant « ça va nous être utile ». Oui, je parle de celle-ci. Alors du coup, il faut juste faire attention à l'ordre dans lequel on recopie tout pour ne pas oublier aucun élément. Alors, il s'agit du coup d'écrire que le produit scalaire entre U et V, il est égal le produit scalaire entre U et V, il est égal à la norme de U fois la norme de V fois le cosinus entre les deux vecteurs. C'est absolument cela. Voilà. Donc, ce que je peux écrire avec les données à ma disposition, c'est que le produit scalaire U scalaire V, du coup, c'est égal à 3, et que ça doit être égal à, du coup, 2 fois 3, donc les deux normes, fois ce mystérieux cosinus de U, donc de l'angle entre U et V. Et donc cet angle-là, on a dit que c'est θ. Autrement dit, je peux réécrire ça comme 3 égale à 6 fois le cosinus de θ. Vous voyez, une fois arrivé ici, j'ai quasiment gagné. Parce qu'en fait, il suffit de effectuer un tout petit passage pour isoler le cosinus de θ. Et dire qu'en fait, ça c'est équivalent à 3 divisé par 6 égale à cosinus de θ. Et donc ça, on voit très bien que 3 divisé par 6, ça fait 1,5. Et donc, j'obtiens que le cosinus de θ il est égal à 1 sur 2. Donc, quelles sont les valeurs possibles pour cet angle? Eh bien, visiblement, avec l'aide de mon cercle trigonométrique, mon meilleur ami, bien sûr, je peux aisément déterminer que si le cosinus il doit être égal à 0,5, eh bien, ça doit être à 2π près, du coup, soit l'angle correspondant à cette ouverture, soit celui-là, et donc on parle de π sur 3 ou de moins π sur 3. Alors du coup, la valeur exacte de θ, ça va dépendre de comment vous avez considéré cet angle-là. Mais en tout cas, l'ampleur, vous pouvez dire que c'est soit 60, soit moins 60 degrés. Donc toujours encore une fois, selon l'ordre dans lequel vous considérez les deux vecteurs. Vous voyez? Et donc en fait, on peut répondre à la question sans trop de difficultés. D'accord? On a trouvé quel était l'angle entre les deux vecteurs. Et on n'a même pas eu besoin de les tracer. C'est ça qui est vraiment remarquable. Avant de conclure, j'aimerais porter votre attention sur cet exercice qui est basé sur la même méthode que je viens de vous détailler. Alors je vous invite à le lire avec attention, mais surtout à la fin, il y a un passage où il y a vraiment quelque chose qu'il faut savoir, c'est que à la fin, on ne trouve pas forcément dans ce type d'exercice en fait des valeurs connues du sinus et cosinus. Par exemple ici, je vous passe les détails, mais lisons par exemple la fin de la première question. À la fin, avec des passages similaires à celui que nous on a effectué, dans l'exercice, on arrive à déterminer que le cosinus de l'angle alpha, ici on l'appelle alpha à la place de θ, mais c'est la même chose, il est égal à la racine carrée de 2 sur 3. Alors, cette valeur, la racine carrée de 2 sur 3, ce n'est pas une valeur typique du sinus et cosinus, ce n'est pas une valeur que l'on retrouve dans le cercle trigonométrique de façon facile. Et donc, le texte, il conclut simplement en disant « On en déduit alors que alpha est égal à 35 degrés ». Alors, cette phrase, elle sort
d'où exactement? Eh bien, sachez qu'il y a une manipulation à la calculatrice que vous devrez connaître normalement, qui vous permet de passer du coup d'un angle, donc du cosinus d'un angle, excusez-moi, à la valeur de l'angle. Et cette fonction, c'est la fonction cosinus à la petite puissance moins 1. Normalement, vous devrez le trouver et écrit dans votre calculatrice de cette façon, où c'est aussi marqué des fois ACS, donc A cosinus. Ça veut dire arc cosinus, ça s'écrit comme ça, arc cos. Et parfois, du coup, vous le trouvez dans les calculatrices soit avec l'expression cosinus moins 1, soit avec l'expression ACS, d'accord, qui est la version courte de arc cosinus. Et qu'est-ce que c'est en fait cette fonctionnalité? Si vous calculez du coup l'arc cosinus de la racine carrée de 2 sur 3, eh bien c'est ça qui va vous donner alpha. Et donc vous n'avez que juste à taper à la calculatrice ACS ou arc cosinus de racine de 2 sur 3 et vous trouvez alpha, ou encore cosinus à la puissance moins 1 de la racine de 2 sur 3 et vous trouvez alpha. D'accord? Vous la trouvez vraiment, vous devrez trouver donc cette fonction vraiment dans la liste des touches de votre calculatrice. Donc je ne vous détaille pas cela plus longtemps, mais s'il y a des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et je vais vous faire une vidéo exprès pour vous montrer comment on l'utilise. Cela dit, je vous remercie beaucoup pour l'attention jusque-là et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.